Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guidé. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous d'actualité de ce samedi 23 juillet 2022, dont voici le sommaire. Le président Évariste Ndayishimiye a été élu ce vendredi pour prendre les rênes de la communauté est-africaine pendant une année, en remplacement du président kenyan Uhuru Kenyatta, qui était à la tête de cette communauté depuis février 2021. La société civile burundaise félicite le nouveau élu de l'EAC, mais ajoute qu'il est difficile de présider ou de défendre les intérêts de tous les membres de cette communauté, alors que dans ces 2 années au pouvoir, il n'a pas parvenu à être le président de tous les Burundais. Au sommaire également, le projet de la mise en place d'une force conjointe de militaires de l'armée burundaise FDN et ceux de la République démocratique du Congo et FARDC constitue un danger pour la sous-région selon l'analyse faite par Colette Blackman, chercheuse de la sous-région. Au cours de cette édition, nous vous parlerons également des grognes chez les commerçants de boissons de la Blaroudi dans différentes communes de la province de Chibitoke, victimes du favoritisme dans la distribution de ces boissons. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page politique. Je vous le disais en titre, le Burundi dirige l'EAC depuis ce 22 juillet. Le président Évariste Ndayishimiye remplace le président kenyan Uhuru Kenyatta, qui était à la tête de la communauté est-africaine depuis février 2021. Le président Ndayishimiye a pris les rênes de la communauté est-africaine au cours du 22e sommet des chefs d'État de l'EAC qui se tient à Arusha en Tanzanie. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Le président Évariste Ndayishimiye a été annoncé comme nouveau chef de l'EAC par le président sortant, le président kenyan Uhuru Kenyatta. Les cérémonies de remise et reprise ont eu lieu lors de la clôture du sommet qui s'est tenu à Arusha du 21 au 22 juillet 2022. S'exprimant peu après son élection, le président Ndayishimiye a promis de faire avancer les objectifs du bloc. Il a déclaré qu'il veillera à ce que les femmes et les jeunes aient des opportunités dans le bloc et qu'il élargira l'utilisation de la langue kiswahili. Le président Ndayishimiye a promis d'améliorer le marché commun de l'EAC, mais aussi d'accélérer les procédures d'adhésion officielle de la Somalie au bloc, des ministres et le secrétariat de la communauté. La procédure d'adhésion de la Somalie a commencé depuis hier et pourrait prendre au moins 2 ans. La communauté devra envoyer l'équipe d'experts dans ce pays pour déterminer s'il était éligible à l'adhésion. Et selon le communiqué qui sanctionne le sommet, il a été recommandé au Conseil des ministres d'accélérer rapidement l'exercice de vérification conformément à la procédure de l'EAC pour l'admission de nouveaux membres de l'EAC et de faire rapport à la 23e réunion du sommet. 4 présidents étaient présents dans ce 22e sommet de chefs d'État de la communauté est-africaine. Il s'agit de Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, Évariste Ndayishimiye du Burundi, Uhuru Kenyatta du Kenya et Yoweri Kaguta Museveni d'Ouganda. Le Rwanda, la RDC et le Soudan du Sud ont envoyé des représentants. L'élection du président Ndayishimiye à la tête de la communauté est-africaine est donc un pas franchi dans la diplomatie avec les pays de cette communauté. Tels sont les propos du président du FOCODE. Pacifique Nahazwe félicite le nouveau élu de l'EAC, mais ajoute qu'il est difficile de présider ou de défendre les intérêts de tous les membres de cette communauté, alors que dans ces 2 années au pouvoir, il n'a pas parvenu à être le président de tous les Burundais. Suivez plutôt Pacifique Nahazwe. Depuis 2 ans, il est à la tête du Burundi. Il est venu dans une situation de crise née du 3e mandat. Il y avait de fortes attentes qu'il pouvait être au-dessus de la mêlée et devenir le président de tous les Burundais. Et c'est lui qui s'inscrit dans la réconciliation de tous les camps politiques au Burundi. Malheureusement, l'attente
a été déçu. Jusqu'ici, le président Ndayishimiye est plus un président de son camp politique qu'un président de tous les Burundais. Alors on se pose la question, est-ce qu'il sera à même d'être le président qui défend les intérêts de tous les membres de la communauté et un président qui garantit les droits de tous les citoyens de la communauté sans considérer les tendances politiques, les pros et opposants des régimes. Ça, c'est une question extrêmement importante. Un président qui réprime son opposition, est-ce que ce sera un président qui peut défendre le traité de la communauté est-africaine, un traité qui garantit les droits politiques à tous les citoyens? Les inquiétudes de Pacifique Nahazoué est de savoir si le président qui n'a pas pu régler les défis dans son pays sera à mesure de régler ceux de la communauté qui deviennent de plus en plus préoccupants. Suivez encore une fois Pacifique Nahazoué. Non seulement dans la situation de son pays où la crise n'a pas encore été résolue, ou notamment des opposants dont le mouvement Red Tabara avait écrit au président sortant de la communauté, le président kenyan Uhuru Kenyatta, en lui demandant d'organiser un dialogue entre l'opposition et le régime de Bujumbura. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Evariste Ndayishimiye saura être à la hauteur de sa fonction pour pouvoir organiser un tel dialogue alors qu'il était incapable de l'organiser au niveau de son gouvernement? Deuxièmement, il y vient au moment où il y a cette crise en République démocratique du Congo, une crise notamment entre la RDC et le Rwanda, cette résurgence du M23 et de l'existence de plusieurs autres mouvements rebelles en République démocratique du Congo. Quelle sera la position du président Ndayishimiye face à ce conflit? Dans le passé, on a vu le Burundi toujours prendre des positions contre un des membres de la communauté et il se trouvait que les relations n'étaient pas encore normalisées complètement entre le Burundi et cet autre membre de la communauté. Est-ce qu'il y aura la hauteur suffisante pour ne pas sommérer au conflit, mais plutôt pour être celui qui aide à régler le conflit? Il y a déjà des soupçons que le Burundi serait en train de s'allier au Congo contre une partie des membres de la communauté. Comment va se comporter ce président? C'est donc à la fin de son mandat qu'on pourra dire qu'Evariste Ndayishimiye était un président qu'il fallait à l'EAC ou que plutôt ce n'était pas le moment que ce président préside cette communauté étant donné le contexte politique qui existe encore au Burundi et étant donné les relations difficiles que le Burundi entretient encore avec certains membres de la communauté. C'était Pacifique Nahazoué, président du FOCODE. En page sécurité, le projet de la mise en place d'une force conjointe de militaires de l'armée burundaise FDN et ceux de la République démocratique du Congo FARDC constitue un danger pour la sous-région. Ce du moins l'analyse de Colette Blackman, chercheuse de la sous-région. Pour elle, cette force pourrait attiser une tension régionale. Je vous propose d'écouter Colette Blackman, chercheuse de la sous-région. Je pense que c'était extrêmement dangereux parce que ça peut signifier une internationalisation de la guerre. Déjà, elle était internationalisée. Je pense que la décision de Nairobi de faire intervenir des forces conjointes de l'EAC était dangereuse. D'en exclure le Rwanda, c'est dangereux aussi parce que si une des parties présentes n'est pas dans cette force, ça veut dire qu'elle est hostile, elle peut faire n'importe quoi, elle est hors contrôle. Et maintenant, il y a encore un troisième regroupement qui est celui du Burundi, des forces armées burundaises et des forces armées congolaises. Je trouve ça vraiment extrêmement dangereux parce que ça s'ajoute aussi à une relative inefficience de la MONUSCO qui pourrait être s'en trouver elle aussi affaiblie. La MONUSCO avec tous ses moyens n'a pas réussi à rétablir la paix parce qu'il y avait pour des tas de raisons. Je crois que cette force régionale avec le Burundi, chacun, à mon avis en tout cas, chaque force étrangère vient au Congo pour son propre intérêt. Chacun a des enjeux particuliers. Le Rwanda, on connaît ses enjeux, c'est l'enjeu sécuritaire, traquer les FDLR et aussi contrôler la sortie de certaines ressources. Le Burundi, il traque ses propres opposants dans le Sud Kivu, on sait comment, et aucun pays n'est totalement désintéressé. Et donc, il faudra, en tout cas en premier lieu, la responsabilité revient à l'autorité congolaise
qui doit investir dans son armée, dans une armée non corrompue, et j'insiste là-dessus, efficiente, forte, qui doit avoir pour tâche de défendre les frontières du pays. Mais aussi longtemps que le Congo, la RDC, comptera sur les voisins, et même sur la communauté internationale, il s'enfoncera dans les troubles avec des risques même de d'éclatement du pays. Pour Colette Blackman, chacun des deux pays a des problèmes internes qu'il faudrait d'abord résoudre avant de penser à une force conjointe. Encore une fois, Colette Blackman. Je crois que c'est un peu chaque pays qui doit agir, chaque population sur ses propres gouvernants, d'avoir un pouvoir stable, un pouvoir responsable aussi, qui ne déstabilise pas le pays, qui ne génère pas d'opposants armés qui vont aller se réfugier à l'extérieur et qui contrôle ses propres frontières. Avant d'aller intervenir chez les voisins, il faut d'abord soi-même contrôler ses frontières et empêcher que des mouvements de mécontentement de la population pour des raisons économiques ou pour des raisons ethniques ou de marginalisation poussent des gens à former des groupes armés qui vont accroître le désordre. Le Burundi doit d'abord régler ses propres problèmes, avoir un pouvoir stable, légitime, qui est issu d'élections régulières, et la même chose en RDC, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans l'armée par un pouvoir qui est légitime, mais qui accroît sa légitimité en mettant de l'ordre dans les affaires du pays. Et donc ça, c'est une responsabilité du pouvoir, mais c'est aussi une responsabilité des citoyens de chaque pays d'exiger cela de la part des dirigeants. Pour rappel, des documents en provenance des deux états-majors attestent la mise en place d'une force conjointe FARDC-FDN dans le but de traquer les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo. En page de gouvernance, les militaires burundais œuvrant au sein de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, réclament leurs indemnités de 4 mois. Déployés à la fin de l'année 2021, ces militaires burundais indiquent qu'ils n'ont eu que la moitié de leurs indemnités, ce qui rend difficile la situation de leur famille. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Ces militaires qui réclament des arriérés de 4 mois d'indemnité sont ceux du 62e, 63e et 64e bataillons en mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS en sigle. Ils ont été déployés à la fin de l'année 2021 pour remplacer les troupes des 57e, 58e et 59e bataillons à Misome de l'époque. Ces militaires font savoir que le premier vol à destination de la Somalie a eu lieu le 18 novembre et le dernier le 7 décembre 2021. Les informations fournies par certains militaires burundais de 72e, 63e et 64e bataillon au sein de la TMIS indiquent que la MISOM leur a donné seulement 4 mois de leurs indemnités sur les 8 mois qu'ils vont totaliser avec fin juillet. Les indemnités qu'ils réclament sont comptées à partir du 1er avril 2022, date à partir de laquelle the African Union Mission in Somalia, AMISOM en sigle, a pris le nom de mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS en sigle. Ce retard de paiement des indemnités de ces militaires rend difficile la situation de leurs familles. Un de ces militaires témoigne. La MISOM a œuvré jusqu'au 31 mars 2022 et la TMIS a pris la relève le 1er avril. Il a payé les indemnités de 7 mois qui allaient jusqu'au 31 mars. Les Ougandais ont reçu 9 mois et le Burundi n'a payé que 4 mois seulement sur ces 9 mois aux militaires qui sont rentrés, et pour nous qui avons pris la relève, c'est-à-dire le mois de juillet, août, septembre et octobre. Nous continuons à travailler, mais ce n'est pas du tout facile pour nous qui avons des familles. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais sans succès. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Après une petite transition, nous poursuivons avec cette édition. RPA. Grande perte chez les propriétaires de parcelles de Kizingwe Bihara, zone Kanyosha, en commune Muha de la mairie de Bujumbura. Depuis le commencement des travaux de viabilisation de ce quartier en 2014, les services de l'État ne leur ont pas jusque-là réattribué leurs parcelles. Le point avec Inès Gakiz.
Avec le début du projet de viabilisation des parcelles de ce quartier Kizingwe Bihara, chaque propriétaire devait attendre la réattribution des parcelles par les services de l'État après ces travaux avant de commencer ces projets. Nos sources parmi ces propriétaires regrettent qu'ils aient demandé des prêts bancaires, croyant pouvoir débuter leur projet à la fin de la viabilisation. Plus de 5 ans après, ils n'ont pas récupéré leurs parcelles, ce qui leur cause d'énormes pertes. Le fait de ne pas nous donner nos parcelles nous a causé de nombreuses pertes. Certains d'entre nous avons recouru au crédit bancaire depuis 2014. Tenez, nous sommes en train de payer des intérêts alors que notre objectif n'a pas été atteint. On est en train de dépenser de l'argent pour le loyer alors qu'on pouvait construire nos maisons. Nos familles mènent une vie difficile car nos projets bloqués. Ces propriétaires de parcelles de Kizingwe Bihara demandent au gouvernement de leur octroyer leurs parcelles et de les indemniser pour les pertes causées. Nous supplions toute personne habilitée, les autorités qui n'ont encore un cœur de service sans peuple, les défenseurs des droits de l'homme, d'entendre ce cri de secours pour que le gouvernement nous rétablisse dans nos droits. Nous demandons également d'être indemnisés pour les pertes enregistrées. Lors de la conférence des porte-paroles des différents ministères animée vendredi de la semaine dernière, la question des parcelles de Kizingwe Bihara a été soulevée. Jeanne Mukenguruka, porte-parole du ministère des Infrastructures, Équipements et Logements Sociaux, a répondu que tous les concernés récupéreront prochainement leurs parcelles. La localité de Kizingwe Bihara a été aménagée pour que les habitants, que ce soit les propriétaires natifs de Kizingwe Bihara ou des acquéreurs de la part de l'État et leurs parcelles. Je voulais alors vous rassurer qu'il n'y a plus de problème et que dans les jours prochains, ils vont avoir leurs parcelles et les propriétaires natifs et les acquéreurs. Vous saurez que ces activités de viabilisation du quartier Kizingwe Bihara ont commencé en 2014. Merci à toi Inès Gakiza. Toujours en page gouvernance, l'administrateur de la commune Kayogoro en province de Makamba est accusé d'abus de pouvoir par la population. C'est après qu'il est destitué et emprisonné en chef collinaire il y a de cela plus d'une semaine pour non-participation aux activités organisées par les autorités provinciales. Le point avec Héroge Diveremèche. La destitution suivie de l'emprisonnement de Serge Niungeko, chef de la commune Sameke de la zone Bigénie en commune de Kayogoro, est considérée comme une violation de la loi par certains citoyens. À l'origine, une réunion entre la gouverneure, l'administrateur et tous les chefs collinaires de la zone Bigénie a été organisée en date du 12 juillet courant. L'absence de Serge Niungeko au moment de l'arrivée de ces autorités lui a valu des sanctions, indique ce témoin. Il avait été informé par le chef de zone que cette réunion devrait commencer vers 11h. Ce chef collinaire avait sur son agenda une autre réunion dans laquelle il devrait participer bien avant. Il s'agit d'une activité de remise de certificats aux handicapés formés par la Croix-Rouge. Le gouverneur et l'administrateur sont arrivés sur le lieu avant 11h et ils ont constaté que c'était le numéro 2 du conseiller collinaire qui était présent. L'administrateur a téléphoné au chef collinaire et ce dernier lui a signifié d'où il était. C'est par là que l'administrateur a envoyé des émissaires pour le ramener où il se trouvait. Quand il est arrivé sur place, l'administrateur a dit en public que le chef collinaire est destitué et qu'il devra être emprisonné pendant 2 semaines. Serge Niungeko a par la suite séjourné au cachot pendant 1 semaine. En date du 19 juillet, les habitants de la commune Sameke ont été présentés par l'administrateur un nouveau chef collinaire, à savoir le numéro 2 parmi les conseillers collinaires. Un acte que les habitants jugent qu'il serait lié à des divergences ayant eu lieu dans le passé. Nous pensons qu'il serait victime d'autres choses. Durant les élections, il a été proclamé deuxième et celui qu'il a récemment remplacé avait été proclamé vainqueur des élections. Mais après réclamation, il a été constaté que c'est Serge Niungeko le vainqueur et il est devenu le chef collinaire. Vous comprenez qu'il y a anguille sous roche. La RPA a téléphoné la gouverneure de Makamba, Françoise Ngozi Lazanye, et l'administrateur de Kayogoro, Antoine Dairagidje, pour recueillir
recueillir leurs réactions, mais ils n'ont pas voulu s'exprimer sur ce cas. Vous saurez que la loi communale du Burundi stipule dans sa section 6, article 47, que le mandat des membres du conseil collinaire peut prendre fin par déchéance prononcée par l'administrateur communal en cas de manquement grave et après avis du conseil communal. Merci à toi, Héros. Je disais les méchants. En page des droits de l'homme, les juges qui demandent de l'argent pour mettre fin au dossier en cours de traitement doivent être sanctionnés conformément à la loi. Réaction de maître Janvier Bigirimana suite aux lamentations de la population en province de Makamba par rapport au comportement de certains juges qui demandent de la corruption dans le traitement des dossiers. Suivez plutôt maître Janvier Bigirimana. Le juge ne peut en aucun cas exiger des frais qui ne sont pas prévus par la loi, soit pour prendre sa décision, soit pour mettre en œuvre la décision qu'il a rendue. S'il le fait, c'est qu'il est trempé dans des manœuvres corruptives et ceci constitue une infraction dans le sens de la loi pénale burundaise et une violation flagrante des règles de la déontologie des magistrats du Burundi. Nous pensons que ces comportements immoraux et illégaux continuent à ternir l'image de la justice burundaise et les autorités de son ministère devraient prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que ces pratiques soient cessées sur le champ. Donc, on ne peut pas exiger des justiciables qui sont en même temps des contribuables burundais de payer les services qui sont rendus par les magistrats parce que l'impôt qu'ils payent sert justement à faire fonctionner les services de l'État, y compris celui de rendre justice. Nous pensons que les magistrats devraient se rendre compte qu'ils n'ont pas le droit d'exiger ces fonds de vin, d'exiger ces frais qui sont illégaux aux citoyens, sinon ils sont en train d'enfreindre la loi. Et les autorités judiciaires burundaises, compris les autorités politiques, devraient tirer les conséquences qui s'imposent en sanctionnant pénalement ou administrativement tous les magistrats qui sont impliqués dans ce genre de pratique. Les autorités judiciaires de Makamba, tout comme les autorités du ministère de la Justice, devraient se saisir de cette question pour que justice soit rendue à l'endroit de tous ces justiciables, la justice soit rendue en toute impartialité afin que les citoyens et les justiciables puissent avoir un accès à la justice sans aucune entrave. De Makamba, Cap sur Chibitoke, Grognecher, les commerçants de boissons de la Braroudi dans différentes communes de cette province, surtout en commune Rugombo. Pour cause, le délégué de la Braroudi dans cette province est accusé de favoritisme dans la distribution de ces boissons. Le point avec Eric Nyonzima. Ces grands et chers commerçants des boissons de la Braroudi sont causés en grande partie par une mauvaise organisation de la distribution de ces produits, une organisation faite par un certain Sixpert. C'est le commerçant de ces boissons, le prénommé Sixpert, qui en même temps délégué de la Braroudi en commune Rugombo, pratique le favoritisme de la distribution des produits de la Braroudi dans la commune Rugombo. Des informations en provenance des grands commerçants de ces produits font savoir qu'à la normale, ils achetaient ces boissons pour les vendre aux détaillants à leur tour sans aucun problème. Ainsi, chacun pouvait avoir les produits dont il a besoin sans difficulté. Néanmoins, les commerçants de la commune Rugombo révèlent qu'actuellement les choses ont changé du fait que quand ces grands commerçants se rendent au dépôt de la Braroudi pour s'approvisionner en commune Rugombo, le nommé Sixpert leur donne des listes de commerçants qui vont servir. De plus, les mêmes sources indiquent que tous qui sont sur ces listes sont des gens qui donnent de bons de vin chez Sixpert afin d'être servis avant les autres. Comme conséquence de ce comportement de ce délégué de la Braroudi, aujourd'hui, les grands commerçants des boissons de la Braroudi ne sont plus libres dans leur vente à cause de ces listes qu'ils doivent consulter lors de la distribution. En plus de cela, pour le moment, c'est très difficile pour un petit commerçant qui va entre 2 ou 3 casiers de primance d'avoir les boissons de la Braroudi. Et cela ne fera que les rendre la vie difficile. Contacté à ce propos, le prénommé Sixpert, délégué de la Braroudi dans la province de Chibitoke, a répondu que tous les commerçants qui ont de problèmes devaient l'approcher pour en parler. Merci à toi, Eric Nyonzima. Après une petite transition sur le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la production agricole au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Même s'il ne donne pas de chiffres, le gouvernement burundais déclare que la récolte a été bonne cette année. Les analystes économiques, eux, parlent de discours politiques. Nous avons également parlé aux agriculteurs. Bienvenue dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 23 juillet 2022. Vous êtes avec Emile Niwasumba. C'était le 15 juillet, il y a une semaine, le porte-parole du président de la République dressait le bilan de 2 ans de pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. Le bilan dressé par Alain Diomède Nzeyimana concernait aussi le secteur de l'agriculture. Muribuka yuko nk'igiterwa c'ibigori casahirije cyane aho. Par exemple, on a produit une grande quantité de maïs. Les Burundais ont fait des ventes à un prix élevé parce qu'auparavant, les commerçants leur donnaient peu d'argent. Le président de la République demande aux agriculteurs de ne pas être gourmands et de conserver une partie de la production pour s'en servir plus tard. Mu bigega rusangi kugira ngo baze bawikoreko mu gihe bikenewe mu kurangura imigambi yabo. Les agriculteurs, eux, parlent de mauvais rendements par rapport aux précédentes récoltes. Ils étaient au micro de nos confrères de la télévision Renaissance. L'année dernière, on pouvait avoir 5 tonnes et plus. Cette année, on n'a même pas pu avoir une 7 tonnes. Tout cela à cause du manque de l'engrais. On nous a donné l'engrais tardivement. Nous n'avons pas pu cultiver à temps. Donc, la perte a été vraiment très énorme pour nous les cultivateurs. Nous avons eu une faible récolte par rapport aux années antérieures, surtout par rapport à l'année passée. La raison a été que la société FOMI nous a donné l'engrais très tardivement, alors que nous l'avions payé à l'avance. L'année passée, j'avais eu 800 kilos de maïs, mais pour cette saison de culture, j'ai eu seulement 400 kilos. Le haricot, c'est une culture qu'on aime cultiver pour cette saison de culture qui tend vers l'été. Donc, j'avais eu l'année passée 1200 kilos, mais pour le moment, je n'ai eu que 500 kilos de haricots. La saison culturelle n'a pas été bonne cette année. D'ailleurs, je dirais qu'elle a été très mauvaise pour une raison. À un certain moment, nous avons payé la moitié du coût de l'engrais. Le reste est payé quand on reçoit la commande normalement au début de la saison culturelle. Mais cette année, l'État ne nous a pas donné de l'engrais dans les délais. La distribution de l'engrais n'a pas aussi été faite en temps et chacun ne pouvait pas avoir la totalité de sa commande. C'était par tranche. La saison a commencé alors que nos champs de maïs et de haricots avaient encore besoin de la pluie. Ça nous a causé une perte énorme. Pour Faustin Ndikoumana, dire que la récolte a été abondante, c'est un slogan politique. L'analyste en économie dit se référer aux statistiques de la Banque centrale. Il faut taper sur les statistiques, l'évaluation des besoins dans tous les types denrées alimentaires, les besoins en quantité tenant compte de la consommation journalière en calories suffisantes et puis on évalue annuellement la consommation annuelle et on évalue la production annuelle en tonnes, en quantité. Ce sont les quantités qui parlent, mais on va parler dans le flou que la production est suffisante. Deuxièmement, les statistiques de la BEL vont toujours prouver qu'on a un déficit de production alimentaire de 30% environ. Nous sommes exportateurs nets de produits alimentaires. Troisièmement, la situation de l'inflation actuelle, elle est alimentée par les prix des produits alimentaires. C'est les produits alimentaires qui ont une inflation de plus de 2 chiffres, qui alimentent l'inflation globale. Alors, comment peut-on dire que la production est abondante alors que l'inflation va toujours crescendo? Quatrièmement, la situation de la faim. Même les statistiques récentes de la BEL vont prouver qu'au moins 40% des Burundais peuvent passer une journée sans manger. 76% de la population déclare avoir des préoccupations au niveau de la capacité d'avoir une ration journalière suffisante. Le taux de malnutrition infantile est de 50%. Interrogé par nos confrères de la radio Inzamba, Faustin Ndikoumana propose entre autres la résolution du problème des terres et la professionnalisation des acteurs agricoles. Il faut trouver la solution à la situation des terres actuellement. 30% des plus de terres des familles n'ont pas de terres cultivables. Il y a maintenant, suite à la croissance démographique, on avait moins de 0,5 hectares par famille. Donc, il y a une mauvaise gestion parce que ces terres même sont accaparées sont déclarées de manière, sont accaparées par les hautes dignités. Il y a la professionnalisation des acteurs agricoles, l'encadrement. Maintenant, la vulgarisation, l'encadrement à la base est
très insuffisante. Il n'y a pas de suivi suffisant à la base. Les produits phytosanitaires, la recherche pour accompagner la production quand il y a une épidémie qui ravage les plantes ou les animaux, vous voyez, on prend beaucoup de temps pour y répondre. Il y a une insuffisance d'engrais, on a utilisation de l'engrais par hectare, il y a même le circuit de disponibilisation d'approvisionnement d'engrais qui est souvent perturbé, il y a l'irrigation insuffisante en période de sécheresse. Il faut même voir, évaluer ces quantités statistiques, tablé sur le facteur qui va alimenter la croissance économique au Burundi pour améliorer les revenus des pays, des citoyens. Et si en agriculture il y a une baisse au niveau de la production ici, là, on peut importer, même ces petits pays comme l'île Maurice ou Singapour, on peut produire en agriculture, mais les services peuvent remplacer pour permettre à ce que la situation des conditions de vie puisse être améliorée. Selon la Banque africaine de développement, l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Burundi est alarmant. Le Burundi occupait l'avant-dernière place dans l'indice de la faim dans le monde en 2021. La Banque mondiale, elle, précise que près de 2 Burundais sur 3 ne parviennent pas à satisfaire quotidiennement leurs besoins alimentaires de base. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 23 juillet 2022. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. En page nécrologie, Monseigneur Venant Bacinoni, ancien évêque du diocèse de Bururi, a rendu l'âme dans la nuit de ce vendredi. Il a été ordonné prêtre le 20 avril 1965 et a été ordonné évêque le 8 septembre 2007. Monseigneur Bacinoni a démissionné dans cette fonction d'évêque de Bururi le 15 février 2020 pour prendre la retraite et il a été succédé par l'abbé Salvatore Niciteretse. Monseigneur Venant Bacinoni est né à Kiririsi en commune Rutovu de la province de Bururi le 20 février 1940. Il décède à l'âge de 82 ans. L'ordre des avocats burundais est également en deuil. Maître Isidore Lusikiri est mort cette nuit. Cet homme de droit fut conseiller à la présidence de la République du Burundi sous le règne du président Jean-Baptiste Bagaza et fut également chef de mission diplomatique du Burundi en Tanzanie. Maître Isidore Lusikiri était avocat auprès des cours et tribunaux du Burundi et du Rwanda, ainsi qu'auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a également été bâtonnier du barreau du Burundi pendant 6 ans et procureur général à la Cour d'appel. En exil suite à la crise de 2015, Maître Isidore Lusikiri avait fondé un mouvement politique Morena qu'il dirigeait jusqu'à aujourd'hui. Né à Bugendana en province de Gitega en 1954, il décède à l'âge de 68 ans. C'est sur cette page nécrologique que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Onésime Dushimagid. Au revoir.